Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'une aventure professionnelle. C'est un combat quotidien contre ses propres doutes, ses peurs et cette voix intérieure qui murmure «Et si ça ne marche pas?» Derrière les success stories qu'on admire, il y a des nuits blanches, des montagnes russes émotionnelles et cette pression constante de devoir prouver que l'on a eu raison d'y croire. Parce que qu'entreprendre, ce n'est pas seulement gérer un projet, c'est aussi apprendre à gérer l'échec, le regard des autres et parfois même son propre sabotage. Alors pourquoi certains abandonnent au premier obstacle tandis que d'autres rebondissent encore et encore? Quels sont les mécanismes psychologiques qui poussent à la résilience ou à l'effondrement? Ce podcast explore le lien entre entrepreneuriat et psychologie, la peur de l'échec, parce que réussir ce n'est pas ne jamais tomber, c'est apprendre à se relever. Dans ce premier épisode de Esprit Startup, nous retrouvons Charles Punier, cofondateur de la startup Mayon Mobility, qui travaille à promouvoir un nouveau moyen de mobilité éco-responsable. Et il nous parlera aujourd'hui de son expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, bonjour. Donc moi c'est Charles Punier, je suis le cofondateur de Mayon Mobility. Et ce qui m'a poussé en fait à me lancer dans ce parcours-là et développer cette entreprise, c'est la volonté de d'agir sur le climat et notre manière de nous déplacer au quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on a imaginé un petit véhicule intermédiaire qui vient se placer en fait entre le vélo cargo et la voiture pour tous les déplacements du quotidien, que ce soit chez les professionnels ou les particuliers. Alors moi je suis de formation ingénieur, donc j'ai fait un parcours classique d'école d'ingénieur et j'ai travaillé avant de lancer My Mobility 13 ans dans l'industrie du spatial à Toulouse et donc c'est à cette époque-là, pendant ces 13 ans, j'ai acquis tout un tas de compétences en plus de celles que j'avais pu acquérir pendant mes études. Et c'est des compétences qui me servent au quotidien, encore aujourd'hui, après 2 ans de projet, qui me servent au quotidien dans toutes les activités que je peux faire, que ce soit des tâches techniques, mais aussi des tâches organisationnelles, gestion de projet, relations avec nos clients, relations avec les financeurs et ce genre de sujet. Avoir envie de tu sais, moi je suis cycliste au quotidien, je suis cycliste au quotidien également depuis que j'ai des enfants. Je vois bien les contraintes que ça peut engendrer quand on veut se déplacer à plusieurs au quotidien, en famille ou même dans le cadre professionnel. Et donc l'idée c'était à travers ce projet de pouvoir proposer une alternative à la voiture qui est quand même largement utilisée par nous tous. On a le produit, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a 2 véhicules qui roulent. Et donc, on a là lancé, grâce à toutes les expérimentations qu'on a pu faire avec les 2 premiers véhicules, on a lancé en fabrication une dizaine de véhicules. Donc, on est dans une phase où on a lancé la commercialisation, on a un véhicule qui est assez mature, et donc on est capable d'en produire à la chaîne. Et le produit, la destination du grand public ou plutôt des autres entreprises de coup B2B? C'est les premières années plutôt à destination des entreprises et des collectivités, et les années par la suite plutôt s'orienter, profiter en fait de l'élan des 2 premières années pour se lancer sur le marché du B2C, du particulier. On passe de sujets qui fonctionnent ou de tâches qu'on a correctement accomplies à des problématiques qu'on n'avait pas forcément identifiées ou même certaines qu'on avait identifiées et qu'on met plus de temps que prévu à résoudre. Donc effectivement, c'est des hauts et des bas. Et après, la plus grande victoire, a priori déjà, je me dirais que ce serait d'être arrivé à lancer le projet Ouais. et d'arriver à basculer du salariat à l'entrepreneuriat. Bon, nous, on a commencé à le développer en début 2023 et on a mis un peu plus, 8 mois à basculer de nos anciens métiers au nouveau projet. On, on est une jeune entreprise, on a un projet innovant, on a tout à faire, tout à prouver. On doit s'adapter à toutes les problématiques qu'on rencontre. On a tous les sujets à traiter.
À la différence d'une entreprise dans laquelle il y a des salariés où chacun a son, on va dire, son petit secteur d'activité. Nous, on passe d'un coup de téléphone ou d'une réunion pour essayer de vendre un véhicule à une problématique technique sur le terrain, à un dossier de financement, puis j'en passe, quoi. Voilà. Donc il faut être super agile et ça prend du coup pas mal d'énergie. Il faut être polyvalent du coup. Complètement. Et l'entrepreneuriat, on sait que c'est très chronophage et à quel point c'est possible d'allier donc une vie de famille qui peut être aussi très chronophage par le fait, comme vous dites, d'avoir des enfants et donc toutes ces missions que vous devez accomplir donc dans ce travail. Est-ce que allier les deux, c'est, enfin, c'est évidemment possible, mais à quel point ça peut être difficile? C'est possible, c'est difficile. Après, c'est à nous d'arriver à. Enfin, en gros, chacun a le même. Alors, beaucoup, en tout cas, nous, les démarrages de projets, sans réseau, sans connaissance, c'est très compliqué. Et donc, nous, on avait la chance avec Paulin, avec qui j'ai cofondé My Mobility, déjà d'avoir 13 ans d'expérience, beaucoup de connaissances techniques, mais aussi relationnelles. Ça nous a aidé à démarrer. On a été soutenus par nos anciens collègues, par nos familles. Et puis petit à petit, on se crée aussi un réseau autour de My Mobility, que ce soit un réseau institutionnel avec des personnes des métropoles, des personnes de la région, l'ADEME, tout un tas de structures autour de nous, et aussi un réseau plutôt commercial, donc de partenaires commerciaux qui petit à petit commencent à nous faire confiance. Donc tout ça, ça se construit avec le temps. On a eu des petits échecs, des refus, des choses qu'on n'a pas pu mener au bout. Mais en tout cas, c'est dans tous les cas, tout le travail qu'on fait pour arriver au point où on doit aller, même si on n'y arrive pas par une ligne droite, on trouve toujours un moyen d'apprendre du petit raté qu'on a fait et de continuer l'aventure. Donc pour l'instant, en tout cas, depuis qu'on a lancé le projet, on n'a pas eu de gros échecs. Et pour moi, quand on parle de gros échecs, c'est plus pouvoir rien faire, être stoppé net parce qu'on n'a plus de financement, parce que on a un gros problème technique ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé et on n'a pas prévu que ça nous arrive. Ok. Et quel type de conseil vous pourriez donner à un jeune entrepreneur qui a peur d'échouer dans son projet? Bon, de toujours continuer, au final, déjà de se lancer, Oui. parce que c'est le plus dur. Et puis, une fois que c'est parti, continuer, continuer. Et puis, dans tous les cas, même si le projet originel, il évolue, et ben dans tous les cas, c'est pas forcément un échec. On continue d'apprendre et on est capable de pivoter, hein. C'est des choses qu'on fait au quotidien au final. On a eu des soutiens financiers parce que sinon on n'aurait pas pu démarrer le projet. Enfin, on aurait pu le démarrer, mais on n'aurait pas pu le mener aussi vite au stade dans lequel on est. Et on a eu des soutiens financiers de l'ADEME, on a eu des soutiens de la région à travers plutôt des accompagnements humains, donc des personnes qui nous aident au quotidien, des incubateurs, pour nous aider à nous structurer, puisque c'est des personnes qui ont l'habitude, et c'est le métier en fait de suivre des jeunes projets qui ont la plupart du temps tous les mêmes problématiques. Le Roselab, c'est un Fab Lab dans lequel on peut fabriquer, puisqu'il y a des machines qui peuvent être utilisées pour réaliser des pièces. Et donc, ça nous a permis, nous, pendant les premiers mois de fabrication de notre tout premier prototype, de passer des heures au Roselab, d'utiliser les machines et de fabriquer nous-mêmes une partie des prototypes pour une question d'efficacité, aller plus vite, et aussi une question de financement. Parce que faire des pièces chez un sous-traitant, ça coûte de l'argent, et faire des pièces soi-même, ça coûte moins cher. Donc c'est comme ça qu'on y est arrivé. Et puis quelques mois après, il a fallu trouver des bureaux. Et le Rose Lab proposait une offre dans laquelle on pouvait allier des bureaux, 1 mètre carré, 1 mètre cube de stockage et
et l'utilisation des machines au quotidien. Et donc c'est quelque chose qui nous allait bien, puisqu'il fallait d'une part accueillir Noémie dans l'équipe, et d'autre part continuer à prototyper. On a 2 premiers véhicules Ok. qui ont 1 an, et là il y en a les nouveaux qui arrivent, mais il n'y a pas eu de prototype entre-temps. À l'heure d'aujourd'hui, je changerai rien du tout. Puisqu'on est parti, je pense, on a quitté nos jobs au bon moment. Et on est en phase avec des programmes qui nous ont permis de financer nos véhicules. Si on l'avait fait plus tôt, on n'aurait pas été sur le bon timing, et si on l'avait fait plus tard, ça aurait été trop tard. Donc je pense on a lancé ça au bon moment. Effectivement, là, ma réponse était vraiment focus sur la réalisation des premiers véhicules, la preuve de concept, montrer que c'est faisable, montrer qu'on peut rouler avec ce genre de véhicule et ce genre de choses. Et effectivement, après, est-ce qu'on est au bon moment vis-à-vis du consommateur, que ce soit professionnel ou particulier? On le verra dans quelques mois. Je pense que ça peut être, chez les professionnels, ça peut aller vite. Chez les particuliers, je pense qu'il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années avant que ça se fasse de manière un peu plus massive. Je dis ça parce que tout simplement, quand on regarde les vélos cargo, ça a augmenté ces dernières années, mais on n'est pas du tout encore dans les chiffres d'utilisation d'une voiture typiquement. Bon, non, ça nous de nous adapter. Alors oui, ça peut être une source de stress parce que forcément, si aucun véhicule n'est vendu, l'entreprise au bout d'un moment elle est plus viable. Mais après, c'est à nous aussi de proposer, de nous débrouiller pour proposer un véhicule adapté et la communication qui va avec pour que ça puisse accélérer les choses. C'est 10 000 euros hors taxe le 10 000 euros hors taxe le véhicule. Et à cela, il faut ajouter quelques petites options en fonction de si on veut vraiment agrémenter ou pas le véhicule. Et puis derrière, après, un entretien, c'est beaucoup moins cher qu'une voiture. Et même en coût de carburant, enfin l'équivalent en coût de carburant, c'est 1 euro d'électricité pour parcourir 200 km. Quand on sait qu'un plein d'essence, c'est, je sais même plus exactement, mais 60 euros, entre 60 et 100 euros pour faire 400 ou 500 km. Voilà. Donc il y a un rapport qui est gigantesque entre la voiture et le vélo. C'est comme un vélo électrique, donc on a une batterie qu'on peut sortir du vélo et la monter chez soi ou la mettre dans son bureau pour la recharger. Et après, on peut, avec un chargeur qui est vendu avec le véhicule, et après, on peut aussi garer le véhicule à côté d'une prise de courant classique et brancher le véhicule sur la prise de courant. Le véhicule, on l'a conçu de façon modulaire, donc on a conçu le châssis, et après, dessus, on vient poser à la commande, on peut pas, c'est pas celui qui achète le véhicule qui pourra le faire, mais on choisit si on veut que ça soit plutôt une version transport de personnes qu'on a appelée la version daily. Donc cette version, on a un pilote et derrière il y a une banquette sur laquelle un adulte peut venir s'asseoir ou 2 enfants, soit 2 ados. Et devant, on a une zone modulaire où on peut venir mettre une caisse en fait pour transporter ses affaires, faire ses courses. Elle ferme à clé et donc on peut laisser des affaires sans crainte. Et après, sur cette même plateforme, on peut, plutôt pour les professionnels, venir proposer une version cargo où là, il n'y a plus qu'un pilote et il n'y a plus de place assise à l'arrière, c'est un plateau sur lequel on peut embarquer des charges. Voilà. Bon, on peut s'adapter. En tout cas, avec cette plateforme qui est générique et les modules ou les carrosseries qu'on peut venir assembler dessus, on peut s'adapter à beaucoup de cas d'usage. Il y a des choses qu'on pourra pas faire, mais en tout cas, les premiers modèles, on est capable de choisir la couleur de peinture de la carrosserie, un peu comme on le fait sur une voiture. Le châssis, il est fait en acier, puisque c'est un matériau qui est durable, recyclé et recyclable. Et la carrosserie, elle est faite en alu, de l'aluminium, pareil. Un peu moins efficient sur le plan écologique, mais recyclé et recyclable. Et après, on a sur la version transport de personnes, le toit et la partie arrière, c'est du tissu.
D'accord. qui pareil, qui est recyclé et recyclable. Et une partie des autres parties de la carrosserie, c'est des tôles d'aluminium qui font 1,5 mm d'épais, qui sont elles aussi recyclables. Faire les choses assez rapidement et de manière qu'il faut être organisé et faire les choses de manière rapide, efficace, synthétique, et pour pouvoir avancer step par step. Voilà. Se donner des petits objectifs pour pouvoir atteindre le plus grand. Justement, on va pouvoir conclure notre épisode avec une dernière question. Si vous deviez décrire votre expérience dans le monde de l'entrepreneuriat en un seul mot, qu'est-ce que ça serait ? Bon, allons-y. C'est bien, c'est motivant. C'était une interview de Charles Punier, entrepreneuriat et psychologie par Lise Dubuisson, Ayafita, Hajar El-Yemli et Victor Guillon. Merci de votre écoute, nous vous disons au revoir et à bientôt pour un prochain podcast Esprit Startup.